Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de café et de crime. Nous sommes à l'épisode 94. Ça avance, on se rapproche du chiffre magique 100. Mais pour l'instant, je suis votre animatrice, Audrey, et aujourd'hui, c'est Catherine qui est dans le siège de raconteuse, et c'est l'enfant de Catherine qui est bien excité que Catherine nous raconte. Alors, comment ça va, Catherine? Ça va bien, toi? Ça va. Là, ça fait 1000 ans qu'on enregistre. Ça fait 1000 ans qu'on enregistre, mais c'est correct. Ça fait littéralement 4 heures qu'on est en enregistrement déjà. Ça vaut la peine. On a presque fini. Plus que ça. 5 heures et quasiment et demi qu'on enregistre. On a pris une petite pause lunch. Oui, ça fait quand même un bout de temps. Mais donc, oui, on achève et aujourd'hui, je vais vous conter un cas qui va peut-être vous achever. Oh là là. Parce que c'est un peu... Terrible. Ouais. Oh. Ouais. Bon. Ben, pour être pas trop triste, on va vous recommander du café. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un cadeau de Sébastien qui travaille pour Trafic et qui nous offre le café Pantan Musara. Ça, c'est fun. Quand même un très joli nom. Oui. Et là, on se sent choyé parce que c'est un café réserve. Ce qui signifie donc que c'est vraiment un café d'excellente qualité. C'est celui que nous sommes en train de boire présentement. En fait, on le buvait dans l'épisode d'avant, mais c'est la magie de la radio et vous pensez qu'on est en train de boire présentement. Je vous décris ce que le site internet en dit. Ce café est tellement funky, avec des tonnes de belles notes florales et fruitées éclaboussantes, cette toile qu'est le Pantan Musara. Comme une peinture de Riopelle, il est chaotique et plein de couleurs et de textures, vous emmenant dans un voyage qui persiste en bouche et qui vous fera en redemander plus. Mon Dieu, c'est toute une description pareil. Toute une description. Alors, c'est un café de variété Kayo Katimor qui provient de l'Indonésie. Procédé anaérobique, le chum de Catherine nous a signalé que ça signifiait sans air. Donc, sous vide. Et on y décèle des notes de vin de prune, de litchi et de fleurs de magnolia, qui sont d'excellentes notes. Et on confirme, c'est un excellent café, très fruité en bouche. Donc, pour les gens qui sont peut-être un peu plus aventureux au niveau des cafés, ça va définitivement vous parler. Oui. Donc, je répète, c'est de Trafic et c'est le Pantan Musara. C'est un café réserve, donc sachez qu'il est un petit peu plus cher, mais il en vaut la peine. Il est vraiment exquis. Merci, Sébastien, pour ta générosité. C'est très gentil et ça nous garde en forme pour terminer cette journée d'enregistrement. Alors, là-dessus, Catherine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, les Tinamis, je vous présente un cas court et pas le fun. C'est comme l'affaire du « veux-tu que ça fasse ben mal pas longtemps ou pas trop mal super longtemps ?» c'est la première option qui prévaut aujourd'hui. D'accord. C'est donc mon 3 de 4 sur les féminicides ayant mené à la fondation de l'AFPAD, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, en 2005. Cette fois-ci, je vais vous parler du meurtre de Cathy Caretta. Mes sources! Car quelqu'un nous a dit, il y a pas longtemps, on vous dit pas c'est quoi vos sources? Mes sources, c'est tous les articles sur le site de la BNQ qui comportaient le nom de Cathy Caretta, c'est facile. Nos sources sont toujours citées au début de l'épisode. Ben là, dans ce cas-ci, pour vrai, j'ai fait une liste à la fin de mon document, là, fait que si vous les voulez, je peux vous les envoyer. C'est 25 articles qui proviennent de La Presse, Le Soleil, Le Droit et La Tribune. Voilà. C'est une bonne liste. Sur ce, commençons direct là à ne pas avoir de fun. Parce que sérieux, c'est downer puis plate à mort, ça, ce cas-là. D'accord. Est-ce que c'est juste ce mot féminicide de merde. Bon. En juin 1997, Cathy Patricia Caretta, une jeune étudiante de cégep de 22 ans, se rend à Paris avec sa mère pour assister au mariage d'un cousin éloigné. Cathy est une jeune brunette de 22 ans. Elle étudie au cégep et travaille à temps partiel dans une boutique de décoration.
Elle souhaite devenir avocate ou notaire. Elle a les cheveux foncés, le visage rond et les sourcils fins, parce qu'on est en 1997. Oui. Elle a aussi souvent un magnifique cat eye sur les photos d'elle, et ça accentue son regard profond. Non, vraiment, c'est une belle jeune fille. Au mariage, Cathy fait une rencontre un peu particulière, celle de Jean-Paul Gerbet. Jean-Paul est un Français, il a 32 ans, et il est aussi un cousin éloigné du marié ou de la mariée. Voyons, c'est une grande famille. C'est une grande famille. On avait tout le monde! Yeah! Bon, fait que là, tout le monde se dit « Ah, comme c'est romantique, c'est un meet cute! » T'as 22, 32, non. Dans un mariage d'un quelqu'un qui est dans ta famille, oui, en commun tu connais avec comme pas vraiment. De l'autre Ouais. bord. En tout cas. Fait que vous êtes comme... Vous avez comme peut-être potentiellement des liens. Ouais, c'est un peu étrange. J'ai pas trop compris, C'est mais la je seule trouve qui est que... comme pas vendue. Je trouve que c'est weird pis pas super romantique, mais en tout cas, bon, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Puis les deux, là, le courant passe vraiment fort. Ils cliquent au bout. Au point où Cathy demande à son père la permission de rester en France une semaine de plus, ce qu'elle va éventuellement faire. Elle est allée là-bas avec sa mère, parce que sa mère était française. J'ai son nom plus tard dans le script, je veux pas le dire tout croche. Elle s'appelle Daniel quelque chose. Puis c'est ça. Fait que là, elle demande, tu sais, Daniel quelque chose revient au pays, là. Puis le père de... Christian Caretta, le père de Cathy, lui dit « Oui, c'est correct, tu peux rester une semaine de plus. » Et là, à son retour au bercail, Cathy reste en contact avec le ténébreux français Jean-Paul. Ah, Jean-Paul. Je vais faire des accents français aujourd'hui. Ça me dérange pas pantoute. Bon. Environ 2 mois plus tard, en août, Jean-Paul vient en visite au Québec et il discute avec Cathy de l'idée d'y emménager. La jeune femme, sous le charme du beau français, tu sais, on peut dire n'importe quoi que ça nous tente. Mais effectivement, cette fois-ci, c'était pas un laidron fini. Jean-Paul Gerbet, il a l'air d'un gars très très normal, puis il était quand même cute. Bon. D'accord. C'est pour ça qu'elle tripait sur lui, là, c'est pas juste... Bon. Ah, c'est l'accent. Faut le spécifier, des On fois. était dans la ville de l'amour. C'était pas un mix entre un German Shepherd et Tom Cruise. Et un bat de baseball. Et un bat de baseball. Non, mais c'est ça, c'est... Bon, gars, elle est sous le charme du beau français. Je te crois. Puis là, ça fait juste 2 mois. Là, ils se sont vus une semaine, ils ont été en contact. C'est plus épistolaire. Puis là, elle est quand même complètement charmée par lui. Puis elle lui dit qu'elle va l'aider à s'installer au Québec. Elle va l'aider à déménager. Elle va l'aider à déménager. Et il n'en faut pas plus pour que le plan se mette en branle. Oh. Et en novembre, Jean-Paul arrive en ville avec l'intention d'y vivre. La sœur de Jean-Paul habite déjà à Montréal. Donc là, lui, il s'en vient ici. Puis là, il va crasher chez Chasseur. Chez Chasseur. À Montréal. Avec l'espoir de, bien sûr, bientôt emménager avec Cathy. Oui, il n'y avait pas de crise de logement à l'époque, c'était possible. Non, il n'y en avait pas. Mais bien vite, ce qui semblait à la base être une histoire d'amour ben cute et idyllique tourne au vinaigre. Et Cathy commence à déchanter. Oups. 2 jours après son arrivée au Québec, Jean-Paul a, comme qui dirait, commencé à devenir pas mal trop duc. Il aime pas ça, la vie ici. Il aime pas les gens, il a même pas le droit de travailler, c'est donc ben de la merde. Il voudrait aménager avec Cathy tout de suite, aller vivre en logement avec elle, puis qu'elle lui trouve une job. Puis elle est comme « Wow, ça va vite, là. Monsieur, avant d'immigrer, on se renseigne. Je sais qu'en 97, Google n'était pas au bout de nos doigts, mais on s'enseigne, on fait des démarches. Ben, je veux dire, sa sœur habitait ici déjà. Oui, il aurait pu lui demander, comme, oui. Hey, c'est quoi les démarches à suivre pour bien faire mon intégration quand je vais arriver de l'autre côté, là? Ben, c'est ça. Puis là, ça fait juste 2 jours qu'il est là, puis il est comme, j'aime pas les Québécois, sont bêtes avec moi, j'aime pas le pays, c'est lettre, pourquoi tu veux pas emménager avec moi? Puis Cathy, elle trouve que c'est vraiment rochant, là. Elle habite chez ses parents, à Laval, puis elle est pas prête à emménager avec lui, là. Ça fait genre 3 jours qu'ils se connaissent en personne, à peu près, tu sais. Fait qu'elle essaie de lui faire comprendre et de l'aider le plus qu'elle peut parce que veut pas, elle se sent responsable de lui. C'est à cause d'elle qu'il est venu ici, tu sais. Il y a personne d'autre, il y a juste sa sœur qui est ici, mais il y a pas d'amis, puis effectivement, il y a pas de job, puis c'est vrai que ça doit être dur pour lui, c'est ça qu'elle se dit. Le père de Cathy, Christian Caretta, il est lui aussi ben swell avec Jean-Paul. Il travaille pour un... je l'ai pas noté. Je pense qu'il travaille pour un concessionnaire ou un garage, puis il va prêter une voiture à Jean-Paul pour qu'il puisse Je pense que je l'ai appelé Paul, mais il s'appelle Jean-Paul. Il lui prête une voiture, une Volvo, pas une
tercelle rouillée, là. Oh. Il a quand même une Volvo pour qu'il puisse se déplacer plus facilement, puis il va même jusqu'à y avancer de l'argent, tu sais, pour l'aider à s'établir, puis tout ça. Puis Cathy, elle, de son bord, est pas mal indulgente à mon avis, puis elle lui donne aussi du cash pour se vêtir et faire des sorties. Mais ça n'empêche pas que Jean-Paul, il commence très vite à être downright méchant avec Cathy. Il ne semble pas supporter le fait que Cathy ait là sa propre vie, ses amis, ses occupations. Il essaie constamment de la faire sentir coupable, surtout de passer du temps avec d'autres mondes. Et il se moque ouvertement de son apparence. Il lui dit qu'elle est grosse et qu'il ne sait pas ce qu'il fait avec elle parce que lui, il est habitué de sortir avec des mannequins. Ben, retourne en France avec tes mannequins, mon grand, et ferme ta gueule! Sérieux, j'ai rarement détesté quelqu'un autant que je déteste Jean-Paul Gerbet, là. Non, Fait que c'est un trou de pète. c'est vraiment un trou de pète. Puis là, on va se rappeler là, que Cathy, elle a juste 22 ans, là. OK? Aussi, puis est-ce qu'elle avait comme déjà eu d'autres D'autres chums? relations avant? Ça, je sais pas, par exemple. Ok. Ouais, je suis pas trop sûre. Mais en tout cas, c'est ça. Elle a de la peine. Mais là, l'affaire, c'est que justement, en très bon manipulateur / partenaire très toxique, ben, à toutes les fois qu'il est méchant avec elle, après ça, il revient. Il est super repentant. Ah. Il s'excuse, il avoue ses torts, il l'implore de le reprendre. C'est de la grosse game de violence conjugale. On s'entend. Cathy, elle a de la difficulté à se détacher de lui. Parce que, je veux dire, il y a ça, il y a toute la game émotive, toxique dans laquelle ils sont impliqués. Mais en plus de ça, et en plus de justement tout le harcèlement psychologique qu'il lui fait subir, rapidement, il commence à la harceler physiquement, style, il l'attend tout le temps quand elle sort du cégep ou de sa job, puis des fois, il va même l'attendre dans la maison de son père dont il a gardé la clé. Non. Quand elle essaie là. de mettre ses limites, il lui répond « Tu peux pas me laisser, j'ai tout quitté pour toi ». Oh, que ça m'écoeure. Elle essaie de se défaire de Jean-Paul, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce qu'il est très séduisant et il sait se montrer très charmant et lui faire oublier à quel point il a été méchant avec elle. Un soir, elle demande à sa mère, Danielle Hurgon, de rester avec elle parce que Jean-Paul s'en vient. Quand sa mère lui demande si elle se sent en danger, Cathy dit que non, mais qu'elle voudrait le quitter, puis qu'il y a toujours des arguments pour la convaincre de changer d'idée. Qu'elle a besoin comme de soutien là-dedans. Christian Caretta, le père de Cathy, commence donc à s'en mêler, puis il dit à Jean-Paul Gerbet de laisser sa fille tranquille et d'aller se faire voir. Comme on dit en bon québécois, prends ton gaz égal, mon Jean-Paul. Et retourne en France. Yeah! À la fin janvier 1998, il est arrivé en novembre 1997, à la fin janvier, Cathy met fin pour la 2e fois à sa relation avec Jean-Paul. Et ça n'a pas été long, là. Et quelques semaines plus tard, elle est morte. Le matin du 10 février 1998, Gerbet laisse un message inquiétant sur le répondeur de sa sœur, Hélène, au travail. Dans son message, il lui dit qu'il vient de tuer Cathy Caretta et qu'il compte se suicider. Lorsqu'elle prend le message, Hélène Gerbet contacte aussitôt la police. Sur le coup, la police ne comprend pas trop ce qui se passe, alors ils se dépêchent de se rendre au domicile de la famille Caretta, à Laval, place d'Avignon, parce qu'ils pensent que l'acte n'a pas encore été commis et qu'une jeune femme en danger s'y trouve. Sur les lieux, la police sonne à la porte, il n'y a pas de réponse. La police reçoit l'ordre de défoncer ce qu'elle fait, et elle constate que ni Cathy ni Gerbet sont présents. Par contre, le père de Cathy, Christian Caretta, ils l'ont contacté entre-temps, il était comme « Yo, on s'en va à ta maison, on pense que ta fille est en... » Il arrive, puis il parle avec l'agent Patrick Laroche de la police de Laval, qui l'informe qu'un crime a peut-être été commis chez eux puis qu'il faut rien y toucher, fait qu'on va cordonner off la maison. Puis Christian Caretta explique à l'agent Laroche que la famille a aussi un chalet à Saint-Charles de Mandeville. Fait que rapidement, la police de Saint-Gabriel de Brandon, qui est le poste de police le plus proche, est contactée. Puis là, au début, il y a comme un kerfuffle, parce que ils sont pas trop sûrs de l'emplacement du chalet. T'sais, c'est comme, on pense que c'est sur la rue telle affaire, mais c'est sur l'avenue telle affaire, ou quelque chose comme ça. Fait que la police se rend à la mauvaise adresse, mais finalement, elle se pointe au chalet à 15h20. La porte de l'entrée du chalet est barricadée de l'intérieur. Elle a été clouée. Et la police la défonce et se retrouve devant une scène horrible. Cathy Caretta, elle est morte. Elle est sur le plancher. Son ancien chum, Gerbet, est aussi allongé sur le sol et il n'est pas mort, lui. Il est juste très sous. Il ne résiste pas à son arrestation. Il est au Québec depuis quelques mois seulement, on s'entend. Oui. Et
On va le yeeter back en France. On va pas le yeeter back en France. On va lui faire connaître la Swift Justice avant ça. Ah, Parce que le corps de Cathy... j'en suis heureuse. Oui, effectivement. Le corps de Cathy ne comporte aucune blessure apparente qui aurait pu être laissée par une arme à feu ou une lame. Alors, la police en déduit qu'elle a peut-être été étranglée, et bientôt une autopsie va venir confirmer cette information. Puis là, on avait oublié de le faire avec le tien. Mais ici, on pourrait mettre une pause publicitaire. Énergir, énergir, énergir. Bon. Alors, de retour de la pause publicitaire, Jean-Paul Gerbet est en état d'arrestation. Et sous. Et sous. Mais imagine le père de Cathy Caretta qui se fait appeler puis qui dit « Ta fille est peut-être morte, on ne sait pas. Oui. Touche pas à ta maison. Touche pas à ta maison. » La terreur. Ouais, je sais. Oh, ça m'écoeure. Je sais, c'est vraiment épouvantable. Puis on va en reparler. J'espère que je l'ai inclus dans mon script, parce qu'il y a toujours plein de détails que je sais pas si ça vaut la peine que je les inclue, mais on va reparler de qu'est-ce qui est arrivé exactement avec le crime et tout ça. Fait qu'en juin 1999, le procès qui devait commencer très bientôt est avorté parce que la couronne a remis des éléments de preuve à la défense trop tard. Fait que là, la famille de Cathy Caretta commence à trouver que ça brette en esti le procès, puis ils se prononcent à cet effet dans les journaux. Parce que, tu sais, il y a l'arrêt Jordan qui fait que t'es censé avoir un procès dans des délais qui sont comme raisonnables. Ouais. Puis là, en novembre 1999, fait que près de 2 ans après le meurtre, le procès de Gerbet s'ouvre enfin. La couronne a comme intention de prouver que le meurtre de Cathy était un acte prémédité, planifié par Gerbet puisqu'il n'était pas capable d'accepter que la jeune femme ne voulait plus être avec lui. Le jury est composé de 7 hommes et 5 femmes et présidé par le juge Régent Paul de la Cour supérieure. Au procès, on parle à l'agent Patrick Larouche de la police de Laval, puis on interroge Hélène Gerbet, et on fait jouer, direct en cours, le message que Gerbet a laissé sur le répondeur de la job de sa sœur, le 10 février, fait que le matin du meurtre. On entend Gerbet pleurer et crier et dire « Je veux mourir, Hélène, je t'aime, c'est fini pour moi, pardon, je suis fou, j'ai tué quelqu'un. Merci pour tout, ça n'a pas marché pour moi, je suis un meurtrier, je suis un raté, je me tue aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça, ma petite sœur, je t'aime tellement fort, j'ai tué Cathy. Rappelle-moi pas, il est trop tard, j'ai tout perdu, je n'ai rien réussi dans la vie, je vais me pendre, sécher au bout d'une corde, elle est morte, elle est là devant moi, j'en peux plus. » La presse dit qu'à la fin de l'enregistrement, beaucoup d'auditeurs avaient les yeux pleins d'eau dans la salle d'audience, y compris Hélène Gerbet. Pas moi. L'audience est ajournée et Hélène quitte la salle en pleurs. Moi, je le trouve juste lâche. Mais mettons que si vous aviez envie de brailler à ce stade-ci, laissez-moi péter votre ballon et vous expliquer pourquoi je ne braille pas pantoute en vous racontant le témoignage qui vient après celui d'Hélène Gerbet, soit celui du pathologiste qui a procédé à l'autopsie de Cathy Caretta. André Lauzon, le pathologiste, explique à la cour comment Cathy est morte. Trigger warning, c'est dégueu. Je vais aller jouer avec ton fils, il a l'air plein d'énergie. Je veux dire, c'est pas dégueu dans le sens c'est pas gore, mais je vais vous raconter graphiquement ce qui est arrivé. Selon le pathologiste, Cathy est morte par strangulation manuelle à la suite d'une pression lente et soutenue. Elle s'est beaucoup débattue et son cadavre avait de nombreuses marques au visage et de nombreuses blessures défensives. Elle avait du sang sous les ongles et Gerbet avait des égratignures au visage lorsqu'il a été arrêté. Alors qu'elle était encore vivante, Gerbet a arrêté de l'étrangler pour attacher ses poignets. On sait qu'elle était vivante, mais probablement inconsciente, puisque quelqu'un qui se fait attacher se débat et va avoir des marques de ligature plus accrues, mais Cathy n'en avait pas. Une chose est sûre, c'est qu'après l'avoir lâchement ligotée parce qu'elle était inconsciente, on s'entend? Mais si t'es inconsciente, pourquoi tu l'attaches? Parce que c'est un hostie de sadique. Gerbet a recommencé à l'étrangler avec ses mains, pressant fortement pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle meure. Puis on sait que la strangulation manuelle, ça prend entre, 12 et 15 minutes. C'est très long. C'est la personne te regarde dans les yeux tout le long, là. C'est un crime où est-ce qu'il faut vraiment que tu sois super mindé dans ce que tu fais, puis que tu le fasses très, très longtemps et méticuleusement. T'as en masse de temps là-dedans pour te dire « Peut-être suis-je un asti de trouduc qui ne devrait pas étrangler mon ex. » Je trouve ça épouvantable. Je comprends pas que le monde braillait.
t'es comme, oh, c'est le message de Jean-Paul Gerbet, c'est tellement triste. Puis c'est comme, oui, c'est triste, il est en détresse, c'est triste, mais il a passé 15 minutes, plus que ça, parce qu'il a arrêté, pour l'attacher. Quand elle bougeait même plus, elle était inconsciente. Puis quand t'es inconsciente, t'as peut-être un moment de comme, OK, j'ai comme dépassé une limite, là. Ouais. Puis comme... Mais elle était là, la limite, puis il l'a franchi, là. T'as continué après. C'est vraiment dégueulasse. Parce que pour vrai, pour moi, la strangulation avec les mains, c'est une des pires morts, parce que ça veut dire que la personne a été capable de maintenir ce contact-là pendant tout ce temps-là. Oui. Il y a rien... Comme c'est pas un accident ou un... Non! C'est pas arrivé vite, là. Non, c'est ça. T'es morte lentement dans la terreur de cet homme-là qui a décidé que ta vie arrêtait là parce qu'il pouvait pas être avec toi. Oui. T'es comme... C'est un style dégueulasse. C'est vraiment une violence pour contrôler l'autre. Oui. T'as osé sortir de ma vie, je vais te sortir de la vie. Parce que t'as osé me faire ça. Mm-hmm. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est de pire en pire, mes affaires. Moi, je pensais là, que ça allait être de mieux en mieux, puis il allait y avoir, je sais pas, quelqu'un qui s'est fait frapper par un char, puis là, son père était comme, je vais fonder l'AFPAD, puis c'est juste un accident qui est arrivé, comme... Non, c'est pas ça pantoute. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Puis c'est dégueulasse aussi, ça, je voulais le spécifier, c'est dégueulasse dans sa banalité. C'est juste une estie d'histoire de violence conjugale que escalate, comme il y en a tellement, puis je trouve ça épouvantable à quel point que c'est juste banal. Mais je sais pas si tu vas le dire plus tard. Est-ce qu'il l'a kidnappé pour l'amener au chalet ou elle l'a suivi? Non. Je vais te le dire direct maintenant, en fait. OK. Le meurtre de Cathy, ça a eu lieu dans la maison familiale. À Laval. Puis après, il a enroulé son corps dans une couverte. Il l'a mis dans la Volvo que le père de Cathy Caretta avait eu la gentillesse infinie de lui prêter, puis il l'a transporté jusqu'au chalet. Puis là, justement, il a défoncé. C'est pour ça qu'il a recloué la porte. Puis il avait commis une affaire comme, je pense que c'est 30 ou 50 000 piastres de dommages sur le chalet, là. Quand ils l'ont retrouvé, là, c'est comme, il était sur le bord de genre, je pense pas qu'il voulait se pendre pour vrai, mais genre de mettre le feu au chalet pour essayer de se débarrasser de ça, puis tout. Mais c'était... La police avait raison de dire à Christian Caretta, faut pas que tu rentres chez vous, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. C'est effectivement là que sa fille est morte, puis après ça, tout le côté délibération... Aucun remords, là. Pas délibération, pas Préméditation? Préméditation, merci, c'est ça. Tout cet aspect-là, là, je veux dire, il a conduit jusqu'au chalet avec son corps enroulé dans une couverte dans le trunk de l'auto. Aucun remords. Mais non, puis après ça, il est arrivé là-bas, il s'est mis à broyer, il a appelé la... C'est parce qu'il a fait ça, puis il a appelé la sœur à partir du chalet. Il est comme, dégueulasse. Je vais mourir, puis c'est comme, hey, t'as-tu vu ce que t'as fait, là? Non, puis étrangler, c'est pas spur of the moment, comme Non! qu'on a dit, là. T'as passé, genre, une solide Mais demi-heure à tuer quelqu'un, là. Puis après ça, là... En plus, il l'a tué dans la maison à Laval, OK? Si t'étais en grosse détresse pour vrai, là, OK? Après ça, t'as une balle en tête. C'est ça. Drette là. Puis ça finit là. Mais il y a quelque chose des traits de Jean-Paul Gerbet. Non, c'est un narcissique, là. Oui, c'est ça. Il va pas s'enlever la vie, là. Non. Fuck off. C'est pour l'attention, puis la sympathie. Puis c'est ça qui faisait Ben oui, le constamment message, subir à Cathy aussi. C'est ta faute si je suis venue jusqu'ici. Il faut que tu t'occupes de moi. Tu me dois d'être avec moi tout le temps. Ça C'est m'écoeure. ta responsabilité. Il y avait vraiment le gros bout du bâton, là. Oui. Moi, je suis venue ici pour toi. Comment toi, t'oses me faire ça? Oui. Non, elle t'a pas forcé à venir au Québec, là. Elle t'a pas dit qu'elle allait te laisser si tu venais pas au Québec. Tu as décidé ça, là. Puis elle a 22 ans, puis t'en as 32. C'est l'âge qu'on a présentement, toi et moi, puis je pense qu'on a rien à foutre avec un gars de 22. Non. Comme, il y a des gars de 21 à ma job, puis dans ma tête, Mais c'est c'est des pas- petits frères, Mais là. c'est pas sa responsabilité à Non. elle. Tu as d'arranger pris ta vie. décision. Ah non, c'est ça. Fait que, bon, bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait qu'il l'a pas kidnappée, elle était déjà morte. Justement, concernant la voiture, puis le fait qu'il a transporté son corps et tout, Christian Caretta dit qu'il a demandé au propriétaire de l'entreprise qui entreposait la voiture, à la demande de la SQ, de la détruire. Parce que c'est le tombeau de sa fille. Fait qu'il est comme, je veux plus jamais revoir ça.
La mère de Cathy, elle vient aussi témoigner, puis elle dit que, justement, tout ça, c'était comme vraiment surprenant pour tout le monde. Parce que, ben, je veux dire, comme souvent dans des histoires de violence conjugale, t'as le comportement en privé puis t'as le comportement en public. Gerbet, c'était comme un ami de la famille, de sa famille à elle, parce qu'elle, elle venait de la France, justement, depuis très longtemps, puis elle le connaissait depuis qu'il était petit. Puis c'est pour ça qu'elle lui faisait confiance, puis qu'elle a encouragé Cathy à le fréquenter quand ils se sont rencontrés au mariage. Parce qu'elle pensait que c'était un bon petit gars. Puis il y a justement le côté très séduisant et charismatique, puis tout le monde dit ça, à quel point il était justement charmant, cet homme-là. Par contre, c'est aussi elle qui va confier au jury ce que je vous ai raconté tantôt concernant l'abus que sa fille subissait de la part de Gerbet. Fait qu'elle a vu rapidement à quel point ça devenait désagréable pour sa fille, puis elle voulait la soutenir là-dedans. Puis je veux dire, il y a personne qui a pas fait ce qu'il avait à faire. Non. Tu peux pas t'attendre à ce que ça dégénère à ce point-là au bout de genre 3 mois, là. Ben non, puis je Ben veux non. dire, tu sais, si c'est une pensée qui te traverse l'esprit que comme le conjoint ou la conjointe de quelqu'un dans ton entourage pourrait comme tuer cette personne-là, ben comme j'ai levé le flag, essayer de faire quelque chose, comme je pense que c'est le signe que cette personne est dans une mauvaise relation, puis comme oubliez pas ce qu'on avait dit de démontrer à la personne que si elle prend un jour une décision, que vous allez être là et que vous poserez pas de questions et vous poserez pas de jugement. Mm-hmm. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Ben avec oui. les gens qui sont coincés avec des narcissiques. Ben non, mais c'est ça. Puis je veux dire, tu sais, ses parents faisaient ça. Elle leur a demandé à son père et à sa mère. De l'aider. Oui, je veux de l'aide. Je vois que c'est difficile. J'essaie de m'en sortir. Il revient tout le temps. Il réussit toujours à me convaincre. Puis ses parents faisaient ça. C'est juste que ce jour-là, elle était toute seule avec lui. Fait que maintenant, on passe à la défense. Oh, yeah. Pendant la présentation du cas de défense, on apprend que Gerbet a tenté de se suicider la veille du meurtre, fait que le 9 février au soir, en avalant des pilules, et que le matin du meurtre, ben, il était pas mort, évidemment, et il a mis dans son sac un X-Acto et du ruban adhésif. Fait qu'il y a comme un certain élément de préméditation, on va s'entendre. Non, c'était pour lui. Ouais, c'était pour lui. Selon le psychiatre qui vient témoigner pour la défense, Gerbet voulait se suicider et n'avait pas nécessairement l'intention de tuer Cathy, mais il l'a fait par, je cite, « surcharge affective ». Un autre psychiatre le contredit et affirme que le geste était planifié et que Gerbet savait ce qu'il faisait. Les deux psychiatres s'entendent toutefois pour dire que Gerbet ne souffre d'aucune maladie mentale. En fait, la maladie dont il souffre, c'est d'être un asti de trou de cul. Oh non! Oui. Alors, il y a des délibérations qui durent 2 semaines. Gerbet attend la décision du jury et le juge, Régent-Paul, explique au jury, avant qu'il parte pour délibérer, bien sûr, qu'il y a 3 possibilités de verdict. Là, j'étais bien confuse, fait que j'étais allée checker dans le code criminel. Fait que homicide involontaire coupable, meurtre prémédité et meurtre non prémédité. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, un homicide involontaire coupable? Voici les définitions en vrac. Donc, c'est l'article 232.1 du Code criminel. Homicide involontaire coupable. Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. Je pense pas qu'elle l'avait provoqué. Fait comme spur of the moment, provocation. Après ça, l'article 231 du Code pénal numéro 2... Meurtre prémédité. Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibérés. Et finalement, meurtre au deuxième degré, article 231.7. Les meurtres qui n'appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré. D'accord. Fait que là, c'est juste l'idée que tu peux comme causer la mort à quelqu'un dans un accès d'émotion. C'est un homicide involontaire coupable. Puis si tu avais l'intention de tuer quelqu'un, avec ou pas de préméditation, c'est un meurtre. Okay. C'est ça les 3 possibilités. Fait que, avait-il l'intention de tuer Cathy Caretta? C'est ça la question qui va occuper le jury. Moins de 24 heures plus tard, le jury rend son verdict. Coupable de meurtre non prémédité. La sentence pour ce type de crime est habituellement l'emprisonnement à perpétuité, mais le tribunal doit décider combien d'années Gerbet devrait purger avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Le minimum possible est 10 ans,
Après l'annonce du verdict, le juge demande au jury s'il y a une recommandation pour la question que je viens de soulever. Leur réponse, 20 ans. La couronne recommande 15 et la défense, bien sûr, demande le minimum 10. Fait que là. La mère de Cathy se prononce dans les journaux sur l'impact que ce meurtre a eu sur sa vie. Je vous dis ça avant de vous dire combien de temps qu'il fallait qu'il fasse de prison avant d'être éligible. Là. C'est juste pour faire durer le suspense. Fait qu'elle a dit « Moi, sa mère, je suis accablée, je me sens amputée, volée, trahie. Jean-Paul Gerbet, en tuant ma fille, a fait déferler en rafales successives un climat d'horreur, de panique, de désarroi, d'impuissance et de douleur, chaque jour renouvelé depuis lors, tel un ouragan dévastateur dans mon existence. Selon elle, la suggestion du jury, 20 ans, est représentative de ce que la société pense d'une telle atrocité. Si, j'ai eu de la misère à dire ça, je m'excuse. Je la cite encore. La société en a ras-le-bol de voir ses enfants immolés, être les cibles et les victimes innocentes des caprices de vils individus. On ne peut être clément pour les auteurs de ces délits. Jean-Paul Gerbet a tué mon enfant, cet enfant que j'ai désiré, que j'ai porté, mis au monde et élevé au meilleur de ma connaissance, avec tout ce que cela implique pour que Cathy devienne une adulte responsable, instruite, épanouie, indépendante, afin d'évoluer dans la vie, faire sa place et son chemin dans notre société et donner la vie à son tour. En être égoïste, égocentrique, trop préoccupé par lui-même, Jean-Paul Gerbet n'a pensé qu'à lui. Il n'a pas évalué les conséquences de ce cataclysme dans nos familles respectives. Fait que, au final, 2 semaines après la fin du procès, la décision est prise par la Cour. Tu veux-tu guesser combien d'années qu'il doit faire avant la libération conditionnelle possible? J'aimerais 20 ans, mais j'ai l'impression que ce sera pas ça. C'est 10. Pourquoi? Elle sait pas. Fait que là... Déjà que je suis pas d'accord avec le coupable de meurtre non prémédité parce qu'il y avait du tape et un exacto dans son sac. Non, je sais. Mais là, ça renforce mon argument de tantôt, là, que comme si t'avais vraiment le goût de te suicider, tu peux prendre ton exacto pour t'ouvrir les veines drette là. Oui, drette sans là, la drette nord. transporter dans le chalet, tout décalisser le chalet, crisser le feu, pis tout. Voyons, là. OK. Fait que là, on est en novembre 1999, fin de l'année 1999, il est en prison. Oui. Ce n'est pas la fin de l'histoire pour Jean-Paul Gerbet. Fait que je voulais vous parler de ce qui se passait par la suite. En 2005, Gerbet refait surface dans les journaux. A-t-il droit à sa libération plus tôt que prévu? Dieu soit loué, non. C'est une histoire encore plus inquiétante et terrible qui lui permet de se retrouver dans Le Soleil, l'édition du 2 juin 2005. Dans un article consacré à la libération conditionnelle de Karla Homolka, on apprend que celle-ci a entretenu une relation épistolaire avec Gerbet entre 2001 et 2003. Ils se sont rencontrés à la prison Sainte-Anne-des-Plaines. Yark tabarnak! Très yark tabarnak! C'est pas ce monde-là jaser ensemble! Il est rapidement statué que lorsqu'elle sera libérée, Homolka n'aura pas le droit de continuer à être en contact avec Gerbet. Non, quand t'es en libération conditionnelle, t'as pas le droit d'être en contact avec d'autres personnes qui ont fait des crimes. Non. Or, une fois libérée en août 2005, les journaux comprennent vite que Homolka enfreint cette règle, puisqu'elle confie à son patron qu'elle cuisine des repas chaque dimanche pour, et je la cite, son ami de cœur de nationalité française vivant à Laval. C'est que ça m'écoeure. Le boss n'est pas dupe et les services correctionnels pensent tout de suite qu'il s'agit de Gerbet, comme quoi leur relation ne se serait pas terminée 2 ans auparavant, pour vrai. Pire film Hallmark de l'histoire. Arc! Dans un autre article de journal, ça dit qu'ils ont été incarcérés ensemble en 2005, soit un peu avant la libération conditionnelle de Homolka, mais je suis pas sûre si cette information est correcte, parce que c'est pas ça les dates que j'ai vues dans les autres. Mais les hommes et les femmes peuvent être incarcérés ensemble? Ouais, il y avait comme une aile de femmes à Sainte-Anne-des-Plaines, apparemment. Pour comme les plus dangereuses? Je sais pas. OK. Je sais pas trop. Je savais même pas qu'il y avait comme cette possibilité-là. Fait qu'elle était sortie de prison puis elle cuisinait des petits lunchs pour son ami de cœur de nationalité francophone à Laval, qui est... Oh, wow! C'est la place où il y a Sainte-Anne-des-Plaines. Tabarnak. Merci, boss de Karla Homolka, d'avoir une tête sur tes épaules. Fait que là. Tout ça, c'est le fun, ça sort d'un journal, c'est super le fun, c'est super rassurant. Et est-ce que Karla Homolka va retourner en prison à cause de ça? Parce que, tu sais, bris de ses conditions? Non. Ben non. Ah?
En tout cas... Ben non, elle a bien le Non. droit de faire des muffins pour ce sale monsieur sale. Là. Oui, elle a continué peut-être à faire des muffins pour le sale monsieur sale, puis elle a changé de nom maintenant, puis elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et en 2014, elle a acheté une maison à Châteauguay. Elle a eu 3 enfants avec un homme qui s'appelle Thierry Bordelais. Et maintenant, elle a un nom différent que je ne vais pas révéler ici parce que je pense que c'est pas nécessaire, mais c'est excessivement facile à trouver sur Internet. J'ai même trouvé son profil Facebook. Ah ben, hey! Ouais, fait que c'est ça. On a pu faire une belle petite parenthèse Carla Homolka. Puis Yay! on a un autre bel épilogue, le fun, qui s'en vient The best très bientôt. kind of parenthèse. Yeah! Ok, là, c'est ça. Là, tu sais, ils reviennent les journaux. Fait que le monde va voir Christian Caretta. Ils sont comme, yo, qu'est-ce que t'en penses? Le gars qui a tué ta fille, il a une relation épistolaire vraiment très horny avec Carla Homolka. Christian Caretta dit « C'est un homme narcissique, manipulateur. Déjà en France, il avait eu une copine avec qui il avait été violent. Il a aussi eu une autre copine qui s'est suicidée. Oh, il y avait déjà un antécédent. On a fini par apprendre ça, ouais. Je pense pas que l'information était sortie au moment où il y a eu son procès. Il y a une conjointe qui s'est suicidée. Il y a une conjointe qui s'est suicidée. Puis il y avait déjà un historique de violence conjugale. Ça m'horrifie. Il y a une femme qui s'est tuée pour lui. Moi, je ne pense pas que si cette information-là était sortie au moment de son procès, il aurait eu droit à sa libération conditionnelle après 10 ans. Non, c'est clairement une personne dangereuse. Parce que déjà, le jury était comme « Non, il a l'air dangereux, gardez-le en dedans pour 20 ans minimum. » Fait que, ouais. Non, oui, je pense que c'est sorti par la suite, mais il y avait un historique, là, d'être pas fin. D'être un trou de cul fini avec les femmes. Mais avant l'âge de 32 ans. C'est à 32 ans que tout ça s'est arrivé. C'est jeune, 32 ans, pour avoir un long antécédent de violence conjugale. Oui. Et est-ce que des dossiers judiciaires de la France sont admissibles au Québec? Ben, je sais même pas s'il y avait un dossier judiciaire. Ah, ou c'était juste des choses connues? Ouais. Ben, c'est peut-être des choses qui ont fini par sortir parce que, justement, il était dans la famille éloignée de Danielle Urgon, la mère de Cathy Caretta. Non, c'est peut-être quand ça a sorti dans les journaux au Québec que ça s'est rendu en France, puis là, ces histoires sont sorties. Ça se peut. Fait que là. Et puis là, en 2007... Oui. On reparle de Gerbet, parce que sa libération conditionnelle possible s'en vient bientôt. Chou. Il est allé en prison en 99... On l'appelle dans Le Soleil du 27 décembre, là, et je cite, « correspondant érotique de Carla Homolka, arc tabarnak ». En janvier 2008, Gerbet demande sa libération. Il est désormais âgé de 41 ans et doit concevoir un nouveau plan de sortie et le soumettre à la Commission des libérations conditionnelles, la CNLC. Il se dit prêt à reprendre une vie normale et a fait il fait état des nombreuses thérapies qu'il a suivies depuis qu'il est en dedans et il parle des circonstances atténuantes, entre gros guillemets, qui ont mené au meurtre. Il dit Quelles circonstances atténuantes? Il a été élevé par des parents violents et il consommait beaucoup de drogue et d'alcool au moment où il a tué Cathy Caretta. Mais on s'en calisse, monsieur. Il dit qu'il avait tendance à idéaliser Cathy et qu'elle était comme sa bouée de sauvetage. Alors, quand elle l'a laissé, il était plein d'un tel désespoir qu'il a décidé d'en finir avec sa vie. Sauf que c'est justement cette espèce d'idéalisme romantique qui l'a poussé dans les bras métaphoriques de Carla Homolka. Yo! Ils étaient incarcérés dans 2 ailes différentes de Sainte-Anne-des-Plaines, et même après avoir été pognés à échanger des lettres et des photos cochonnes, Gerbet a continué à croire à cette relation virtuelle selon les journaux. Ah, pis c'était pas la première fois que son romantisme entre gros hosties de guillemets le mettait dans le trouble en prison. Plus tôt dans son incarcération, il était tombé amoureux d'une jeune psychologue française venue faire un stage à la prison. Hey, you give romantisme a bad name, là. Jean-Jacques Rousseau, il est comme non. Ouais, non. Fait que Georges Sand est comme non. Toutes les rom-coms de Hallmark aussi sont comme non. Alors, je vais citer la presse du 22 janvier 2008 quant à la réponse des commissaires, de la Commission de libération conditionnelle. Fuck you. Il est difficile d'apprécier ce que vous avez tiré de tous ces apprentissages. Compte tenu de la gravité de votre crime et des circonstances, on s'inquiète d'une rechute advenant un échec professionnel, social ou amoureux. Gros surlignage sur amoureux. Oui. Les commissaires voient là les traits d'un comportement narcissique qui a coûté la vie à la jeune Cathy Caretta. Fin de la citation de l'article de la presse.
Ah! Fait que Gerbet demeure en prison. Ah, fait que 10 ans, c'était pas assez. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ah. Te dis-je. Car l'année suivante, en 2009, il fait une deuxième demande qui est refusée aussi. Mais finalement, en 2011, il fait une troisième demande qui est acceptée. Et Non, il reçoit non, sa non. permission de libération conditionnelle. Durant son audience avec la commission des libérations Non, conditionnelles, non, non. il exprime du regret, de l'empathie pour la famille de sa victime aussi. Il assume aussi pleinement la responsabilité de son acte. Et aussitôt libéré, puisqu'il n'était pas un citoyen canadien, mais bien un ressortissant français, il est expulsé pour la France, où il retourne vivre avec sa famille à Condac. Il est désormais âgé de 45 ans. À Condac, il va apparemment travailler à la ferme, cue la joke de la classe américaine. La ferme ta gueule du con. Et il va travailler à la ferme ta gueule du con. Et c'est ici que l'histoire se termine, ou presque, parce que quelques jours à peine après son retour en France, un hebdomadaire trash français, selon le journal Charente Libre. Hebdomadaire trash français. Ouais, c'est un hebdomadaire trash français. Il décide de traquer Jean-Paul Gerbet. Il y a des affiches comportant la mention « Un tueur près de chez vous » qui sont installées dans les devantures de magasins à Condac. Et selon la famille Gerbet, toute cette campagne de salissage complètement pas du tout méritée, c'est à cause de Christian Caretta, qui est devenu, depuis 2005, une figure importante au Québec à cause de la création de l'AFPAD. Il l'appelle un homme d'affaires influent qui essaye de salir la réputation de leur fils. C'est ça les parents de Gerbet qui ont dit. Ah ben, s'il a été élevé par ces personnes-là, je suis pas étonnée que ça ait donné ça. Mais là, l'affaire, là, c'est que, tu sais, l'article de Charente Libre, c'était comme « Il a purgé sa dette à la société, laissez-le vivre! » Puis je suis comme « Oui, mais il y a une différence entre le laisser vivre et complètement faire abstraction et ne pas avertir les gens du fait qu'il est comme possiblement à risque de récidive. » Mais là, à ce jour, il a pas récidivé, du moins. À ce Pas qu'on sait. À ce qu'on sait, exactement, et ni d'une manière qui aurait résulté en une autre peine de prison. Fait que c'est possible que depuis, il ait juste continué à avoir des comportements de même, mais qu'il s'est pas rendu à l'étape d'étrangler quelqu'un. C'est ça, il est comme fucking abusif envers ses conjointes, mais comme il les a pas tués encore. Non. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est la fin de l'histoire. La vraie fin de l'histoire. J'aurais vraiment aimé vous en dire plus, mais j'ai été freinée par le peu de sources disponibles sur cette histoire, puis j'avais fucking zéro le goût de donner de l'argent au journal Charente Libre pour savoir ce qui se passait dans le reste de l'article sur sa réintégration à la ferme ta gueule du compte de ses parents à Condac. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec quelques références. Oui. OK. Donc, on le rappelle, on l'a déjà dit, si vous vivez des situations qui s'apparentent à celles que Cathy Caretta a vécues avant de mourir, ça s'appelle la violence conjugale. Vous n'avez pas besoin d'endurer ça. Il existe des ressources pour vous venir en aide. SOS Violence Conjugale, c'est disponible 24 heures sur 24 au numéro suivant 1-800-363-9010. Prenez soin de vous. Et rappel de ne pas vérifier ces ressources avec des appareils auxquels la personne dont vous essayez de vous séparer a accès. Oui, C'est parce que, je veux dire, Très plate à dire. si le spyware avait été disponible à l'époque où ça s'est passé, Jean-Paul Gerbet il aurait été un bien bon candidat pour installer ça sur le téléphone de Cathy Caretta. Exactement. Donc, Quel hostie de mangeur de marde du faire calice. attention. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je posais la question, justement, à propos de Sébastien Gâteau-Vachon. Oui. Parce que, justement, tout le monde savait qu'une fois qu'il avait purgé sa peine, lui allait être expulsé directement. Puis il n'a plus le droit de revenir ici, bien Ben, sûr. c'est ça. Il va revenir au Canada puis il n'aura pas le droit de retourner aux États-Unis, Ben, c'est clairement. correct, ça. Moi, ça me convient très bien si Jean-Paul Gerbet vient pas ici. Ah, Et moi je aussi. comprends toujours pas pourquoi le monde broyait en cours quand ils ont fait jouer son... Il aurait dû faire passer... La couronne ont mal fait leur affaire. Mais anyway, je veux dire, il a été trouvé coupable. Mais la couronne aurait dû faire témoigner le pathologiste avant pour qu'il explique dans quelles circonstances fucking cruelles Cathy Caretta est morte. Puis après ça, faire jouer ça. Plus ça te remet en perspective. Oui, je là. pense que, justement, là, c'est que... Oh, Ça c'est m'a un découragée. homme tourmenté! Mais c'était donc terrible. Mais ça aurait dû commencer Il y avait- avec... C'est la faute de ses problèmes de consommation. OK. Ah, mais
Tu sais, C'est pas des circonstances atténuantes, ça. Non, mais tu C'est sais... des explications, c'est pas des excuses, puis c'est pas des circonstances atténuantes. Fuck off! Non, puis pour Eustache Galaise C'est-tu aussi, m'écoeure? c'était comme « Oh non, il y avait des problèmes de consommation, c'était un accident, c'est pas de sa faute, elle l'avait provoqué, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. » Est-ce que ça m'écoeure? Ça m'écoeure vraiment beaucoup. Fait que, ouais, j'ai essayé d'aller creuser, pas d'illusion, un peu plus loin. Tu sais, comme j'ai trouvé le Facebook de Carla Homolka, c'est le fun au bout. J'ai pas trouvé le Facebook de Jean-Paul Gerbet, ni de LinkedIn, ni rien. Parce que, contrairement à Carla Homolka, dont je suis comme, non, j'ai pas nécessairement affaire à vous raconter tout ce qui s'est passé. C'est pas elle le sujet de cet épisode. Non. Ça m'aurait fait vraiment plaisir de vous raconter ce qui fait exactement Jean-Paul Gerbet, parce que je trouve que il devrait pas avoir droit à comme... Sa petite existence paisible dans la où campagne les gens française. ne savent pas ce qu'il a fait. Puis que c'est vraiment une petite existence paisible dans la campagne française. Quand que Cathy Caretta, sa vie s'est arrêtée à 22 ans. Oui. Puis à la limite, je trouve pas que Carla Homolka devrait avoir le droit à ça non plus. C'est juste parce que je veux pas être la personne qui vous dit l'information que vous allez trouver super facilement sur Wikipédia, guys. Exactement. Puis son nom de maintenant. Des podcasts sur Carla Homolka, il y en a en masse. Oui, vous avez je sais pas s'il révèle. Moi, j'avais jamais entendu le nouveau nom sous lequel... Je connais pas non plus. Mais, tu sais, je veux dire, je comprends la réhabilitation, mais je veux dire, il y a des crimes qui sont particulièrement cruels, puis particulièrement violents, puis où est-ce que c'est comme... Tu peux continuer à faire ta vie, mais en même temps, on a le droit de continuer à parler de ce que t'as fait pour ne pas que ça s'oublie, là. Puis qu'on garde un œil sur toi. Là. Oui, puis c'est beaucoup ça. Pour vrai, ça m'a beaucoup fâché, cette histoire-là. Et ça m'a comme donné un second souffle, parce que j'étais comme, calisse, que c'est difficile de faire tous ces féminicides. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est bien difficile, mais en même temps, je trouve ça pas mal écœurant que j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. J'avais entendu le nom Cathy Caretta, mais... Pas moi. Je savais pas l'histoire, puis même, je l'ai mélangée avec une autre. Donc, avec qui? Une femme qui... ben là, j'en révélerai pas trop, parce que ça va probablement être un épisode un jour, mais une femme qui a été retrouvée dans son matelas. Ah oui, ok, non. Je sais pas pourquoi je l'ai mélangée avec cette... non, mais c'est ça. Cette femme-là. J'ai comme trouvé un second souffle dans cette affaire-là, et comme une espèce de raison de vivre... Non, mais tu sais, je trouve que c'est important de parler de ces femmes-là pour pas qu'elles soient oubliées. Puis qu'on n'oublie pas non plus les personnes qui leur ont fait subir ces affaires-là. On veut... Ici, on glorifie pas les tueurs, justement. Non. C'est bien le fun. Sauf que, justement, je pense que c'est comme une responsabilité qu'on a, en tant que personnes qui font de la chronique de true crime, de mentionner ces affaires-là. Oui. Parce que c'est important. Oui. C'est pas une... Tu sais, il y a quelqu'un qui nous avait écrit, puis ça m'a bien fait... Je veux dire... Je comprends ce que la personne voulait dire, mais il y a une criminaliste qui nous a écrit, puis elle était comme, tu sais, vous pouvez pas chier sur les criminalistes tout le temps, parce que comme, personne n'est à l'abri de commettre des crimes, puis ça prend du monde pour les défendre. Fair enough. Oui. Ici, il y a pas de circonstances atténuantes. Non. OK? C'est pas une vie de pauvreté, des problèmes de discrimination systémique, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires, effectivement, qui font que tu pourrais avoir tout qui te mène à tomber dans la criminalité. Non, ça, je comprends ça parfaitement, mais tuer quelqu'un... Non. De sang-froid, de même... À main nue. À main nue, je trouve ça dégueulasse, puis je pense que c'est vraiment important de continuer à parler de ces affaires-là. Non, puis... Parce que c'est comme... Dishonor on your cow, là, Jean-Paul Gerbet, là. J'espère que tous les animaux de la ferme ont honte et de lui. Et te disent-tu. Oui, exactement. Comme la tournée 3 encore. Non, mais c'est ça, sérieusement, ça m'a vraiment fâchée. Et c'est pour ça que je vous annonce que je ne vais pas prendre de break de féminicide. Puis le prochain cas que je fais, j'ai déjà fini de l'écrire. Ça m'a fâché tout autant. C'est la disparition de Julie Surprenant. C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Puis moi, je tiens juste à saluer toutes les... Mon Dieu, je m'excuse. Les émotions... Je suis très hormonale aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Moi, je suis juste fâchée. Ça aussi, c'est les hormones. C'est les hormones de grossesse qui te rendent en colère. C'est les hormones c'est mes hormones d'être dans ma semaine. Mm-hmm. Je tiens à saluer, sans donner d'informations sur vous, les femmes qui nous ont écrit après notre épisode double sur Chantal Deschênes et Marilyn Lévesque. Il y a des
personnes qui nous ont écrit qu'il y avait des circonstances très particulières par rapport à ces crimes. Ouais. J'en dirai pas plus parce que ces personnes m'ont dit qu'elles tenaient à rester anonymes et qui nous ont remerciés d'avoir fait ces cas parce que pour elles, c'était important qu'on en parle. Puis moi aussi, je me suis rendu compte que c'est absolument terrible, mais ça me donne comme une force de continuer parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Oui. Puis il y a aussi une personne qui nous a écrit que d'écouter le cas de Chantal Deschênes, ça y a fait réfléchir à sa relation. Oui. Et qu'elle a quitté sa relation. Oui. Et on espère que tu vas bien, Oui. que tu es en sécurité. Puis on te souhaite que de l'amour et du réconfort dans ta nouvelle vie. Puis je me suis rendu compte que comme quand cette femme-là nous a écrit comme demain on pourrait arrêter de faire le podcast, puis je serais juste heureuse d'avoir aidé cette personne-là. Oui. Parce que ça donne tellement de sens à ce projet-là. Ouais. Puis c'est comme... Là, quand l'épisode va être diffusé, ça sera plus d'actualité, mais cette semaine, parce que là, il y a un trend sur TikTok qui est « Man or Bear ». Le concept est simple, une personne qui tient son téléphone et qui filme demande à des femmes de son entourage ou dans la rue « Est-ce que tu préférais être seule dans le bois avec un ours ou un homme? » Et ben 95% répondent l'ours. Et ça soulève un tollé sur Internet. Et Paul Arcand en parlait cette semaine à son émission et était pas mal en colère. Il disait comme « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je veux bien comprendre qu'il y a des féminicides, mais de là à dire que vous aimeriez être toute seule dans le bois avec un ours, voyons donc, non, non, non. » Mais moi, je me dis comme... Je comprends que c'est difficile pour vous, messieurs, qui n'avez jamais rien fait de mal, qui n'avez jamais suivi une femme, qui avez accepté si une femme vous disait non, de vous faire mettre dans ce groupe-là. Je comprends que c'est pas facile, je comprends que vous aimez pas ça, que ça vous rend inconfortable. Par contre, je pense que c'est plus un moment de réflexion qui s'impose que d'aller en ondes puis de dire « Voyons donc, ma maudite gang d'hystériques, pourquoi vous parlez de même des hommes? » Ouais. Comme, pourquoi est-ce que les femmes préféreraient être seules avec un ours qu'avec un homme? Ouais. Puis de peut-être penser à des moments où est-ce que vous auriez pu peut-être contribuer à améliorer la perception que les femmes ont des hommes. Oui. Puis là, je suis pas en train de vous accuser, là. Non, mais c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait en tant que société. C'est ça. Comme pourquoi 95% des femmes préféraient être seules avec un animal sauvage? Mais j'ai des statistiques là-dessus, justement. Pas sur les ours sauvages, mais je veux dire, j'ai des statistiques sur... En fait, moi, j'en ai des statistiques. Sur les ours? Oui. Nice. Que depuis... Attends, j'avais vu depuis le 1847... aux États-Unis, de 1847 à aujourd'hui, il y a 145 personnes qui ont été tuées par des ours. Wow! Puis? 145! Mm-hmm. On dépasse présentement ce chiffre-là pour les femmes attaquées par des hommes. Mm-hmm. Puis pour l'année 2024... De beaucoup, là! Oui, c'est ça! Pour l'année 2024, on dépasse ce chiffre-là. Là. Oui. Fait qu'il y a une réflexion à avoir, là. Mais c'est ça que je trouvais... C'est ça, justement, qui m'a donné... J'en ai parlé tantôt un petit peu, mais c'est ça qui m'a donné une espèce de second souffle. C'est que, justement, cette histoire-là, il n'y avait pas beaucoup de sources, puis ça n'a pas été beaucoup médiatisé, parce que, justement, c'est tellement comme... De la violence conjugale. C'est ça. J'en ai parlé tantôt. C'est la banalité de ça me fait chier. Puis, justement... tu sais, ce qui est arrivé à Isabelle Bolduc, ou ce qui est arrivé, tu sais, ben là, ça, c'est pas pareil, parce que c'est spectaculaire. Ben, c'est un étranger qui l'a fait agresser, puis, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est pas ça, la majorité des cas de crimes qu'il y a. Non. Puis... c'est de la violence conjugale. Oui. Puis ça devrait pas être quelque chose qui est comme, ben... c'est ça qui est arrivé. Voilà. On va le renvoyer en France, il va refaire sa vie. Voilà. Non. Non, ça devrait pas être ça. Dans le discours public, ça devrait pas être ça. Non, on devrait vraiment en parler plus. Oui. Puis que ça soit montré comme la chose dégueulasse que c'est. Ben oui, au même titre que la chose dégueulasse que c'est de tuer un étranger. Oui.
Là, c'est encore pire, à la limite. Parce que ce que tu fais, c'est que tu tues quelqu'un, puis en plus, tu brises complètement la confiance que plein de gens avaient en toi. Exactement. Puis Je comprends pas pourquoi le monde sont pas plus outraged de ça. non, puis tu sais, c'est ce que je t'avais dit aussi quand j'avais fait la première partie pour Eustachio Galaise. J'ai eu énormément de difficultés à trouver de l'information Oui. sur le premier meurtre qu'il avait commis, puis pour moi, c'était important de savoir d'où il venait, cet homme-là, puis il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit pour dire « Merci, on savait juste qu'il avait déjà commis un meurtre, puis on savait rien là-dessus. Mm-hmm. » Comme, c'est vraiment dégueulasse que la violence conjugale, on la banalise à ce point-là, puis c'est comme « Oh, voici une autre femme victime de violence conjugale cette année au Québec. Oh well. On en a échappé une autre. Tant pis. C'est triste. Je trouve ça épouvantable. Mesdames, marchez avec des clés entre vos jointures la nuit. Ah oui. Mon Dieu, c'est pas ça. Votre enfant, ton enfant a du plaisir. On dirait Comme bien. vraiment doux. Ouais, c'est ça. Je trouve ça complètement épouvantable. Ça m'a super gros fâché. Puis j'étais comme, ouais, ça vaut la peine de continuer à parler de ces affaires-là. Parce que c'est dégueulasse. Non, puis j'ai déjà eu une amie qui a été dans cette situation-là d'être en couple avec quelqu'un qui venait d'un autre pays. Mm-hmm. Et quand la personne est arrivée ici, était hyper manipulatrice de « Mais là, j'ai pas d'amis, fait qu'il faut que tu restes avec moi, ou il faut que tu me trouves des amis, il faut que tu me trouves une job, il faut que tu fasses ci pour moi, puis ça pour moi, puis ça pour moi. » Fait que sachez que ce type de relation peut ne pas fonctionner. Parce que c'est des très gros sacrifices qu'on demande. Et que ça peut rapidement virer de bord, pas comme il faut. Mm-hmm. Sachez-le, ça peut fonctionner. Mais sachez que ça peut pas marcher aussi et on vous demande d'être très prudent et de vous rappeler des ressources qu'on vous a données. Ouais. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode. J'en reviens pas Paul Arcand qui était comme, ben là, faut arrêter de chialer ces hommes. Arrêtez de chialer des hommes! Voir! C'est donc ben niaiseux! Non, puis en fait, c'était un de ses chroniqueurs, François quelque chose, qui était venu, qui vient parler là, de trend Internet à Paul Arcand. Ouais. Puis là, il commentait ça, puis il était comme « Ah, moi, je trouve ça pas mal terrible. » Puis là, Paul Arcand, comme « Là, mais-en, comment ça, vous aimeriez mieux être toute seule avec un ours, blablabla. » Puis ben moi, je vais être honnête avec vous, Non, je suis dans la gang des ours. Là. Oh ouais. Non, c'est pas ça que je trouve terrible là-dedans. C'est pas... Non. Je trouve ça aberrant, la quantité de femmes, justement, qui ont peur de ce qui se passe dans leur entourage, là. Oui. Puis je pense que... Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment pas la bonne façon d'aborder cette question-là. C'est super, OK? C'est, on m'a dit des gros propos controversés. On est en fin d'épisode, le monde en tune out. Si ça leur tente plus de m'écouter faire un rant, OK? M'a dit des affaires vraiment scandaleuses, là. C'est pas ça le principe du débat, OK? Non. Tu sais, c'est comme quand il y a eu Black Lives Matter, puis les policiers étaient comme, ben, les policiers aussi vivent des affaires rough. C'est pas de ça qu'on parle, là. C'était pas ça la question. Non. On n'est pas en train de dire que juste parce que les personnes noires sont victimes de beaucoup de... Oh non! Pas mon enfant est tombé en bas du divan ou quelque chose. Oh, petit papou. Pauvre papou. Oh, il appelle sa maman. Oh. C'est un cue pour nous autres, je Va pense. falloir wrap this up. Va falloir. Mais c'est ça, tout ça pour dire que la violence qu'une population vit, c'est pas en train de nier l'existence de d'autres sortes de violences. Puis c'est comme pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que tous les hommes agressent du monde? La question, c'est les femmes se sentent pas en sécurité. On peut-tu parler de ça au lieu de prendre ça personnel? C'est puis ça de pas que écouter je dis. le débat? Puis de tune out le débat complètement, puis de dire comme, ben là, c'est quoi, pourquoi les hommes, on se fait traiter d'agresseurs, là, c'est vraiment pas correct, vous autres, les femmes, aimeriez-vous ça qu'on vous traite toutes d'agresseurs, non, non, non. C'était pas ça la question, pas en tout. Il y a pas de... Puis l'affaire, c'est que si le monde, ils disent, les femmes sont toutes des agresseurs, puis que toi, t'es pas un agresseur, t'as pas à te sentir concerné. Non, le chapeau me fait pas pantoute. Le chapeau ne te fait pas. Puis je pense qu'au contraire, on devrait plus framer ça dans le sens de, ben, si t'as l'impression que c'est terrible comme statement, puis que t'es un homme, ben peut-être que on a toute une responsabilité de dire à nos chums qui font des... Pas nos chums dans le sens de... Nos amis, mettons, qui font des jokes sexistes, que c'est pas correct, puis on devrait peut-être arrêter ça. Exactement. Que comme montrer ça contribue, ça, à aller dans la bonne direction, puis à comme ouvrir le dialogue, au lieu de dire « me sens concerné. » Non, moi j'ai pas fait ça. Mais non, moi j'ai pas fait ça. Y a personne qui a dit que t'as fait ça. C'est pas ça la question. Si tu penses pas que t'as fait ça, c'est correct, c'est le fun, mais
parle-en quand tu vois du monde qui font ça. C'est juste ça qu'on veut, là. C'est juste ça qu'on demande, là. Puis honnêtement, j'étais vraiment déçue de Paul Arcand, parce que d'habitude, je trouve qu'il est meilleur que ça pour saisir les nuances d'un débat. Ben oui, c'est ça. Puis là, qu'il était complètement à côté de la traque comme ça, à dire comme « Voyons donc, les femmes, qu'est-ce que vous avez à dire des affaires de même, ça n'a pas d'allure! » Le débat était complètement édulcoré, puis on passait complètement à côté de la vraie question. Ben oui. Puis le pire, c'est qu'il disait comme « Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de féminicide cette année au Québec, là, mais comme, franchement, là, y a-tu de quoi aller jusqu'à cet extrême-là? » Oui. Oui. Oui, Oui. c'est comme... C'est une question d'actualité. Il y a une femme qui a été victime d'un féminicide à Candiac. Oui. Il y a 2 semaines. Oui. Voyons donc. Oui, c'est quelque chose dont il faut parler. Ça arrive régulièrement. Ça ne devrait pas arriver régulièrement. Oui, non. Puis, je veux dire, il y a moyen d'en parler, justement. Il y a moyen d'avoir des échanges là-dessus, puis des discussions. Des échanges constructifs. Ben oui, puis c'est pas en faisant comme si c'était pas quelque chose qui arrivait, puis comme si c'était pas quelque chose qui concerne tout le monde. C'est ça. Les problèmes de société, c'est des problèmes de société. À moins que tu vives en ermite sur le top de ta montagne au Tibet, en petit moine tibétain qui a jamais parlé à C'est personne, qui mange fromage de yak. tu fais partie de ça. Fait Exactement. que tu devrais faire partie de la discussion. Puis l'autre jour, j'avais la discussion avec mes beaux-parents. Je trouvais ça weird, tu sais. Ma belle-mère était comme, tu sais là, quand il y a des affaires que le monde dise que vous aimez pas, est-ce que vous leur dites en pleine face au risque de faire un malaise? Puis je suis comme, oui. S'il y a du monde qui font des jokes qui me dérangent, peu importe que ce soit quelqu'un dans ma famille, whatever, je vais dire, c'est une joke qui me dérange. On a-tu vraiment besoin de faire cette joke sexiste ou cette joke raciste ou comme... C'est pas pertinent, là. On devrait peut-être tu sais, réfléchir à ça en tant que société. Je m'en sac de faire un malaise. Parce que l'autre personne, elle, a pas fait un malaise en disant ça. Mais c'est comme... Tu sais, on a justement notre responsabilité en tant qu'individu dans une société de faire que les choses aillent dans la direction qui est cohérente avec nos valeurs. Puis cette responsabilité, pour moi, là, c'est plus gros que ma responsabilité de pas faire un malaise en jasant avec du monde. Non, c'est vrai. Je m'en sacre. Don't rock the boat. Je m'en sacre de faire un malaise. Puis justement, l'exemple qu'on avait, c'était une discussion que j'avais eue il y a full longtemps. Moi puis mon chum, on avait eu une discussion avec quelqu'un qui chialait parce qu'il trouvait que, oh mon Dieu, tu sais, il y a comme comment on appelle ça? Genre, ils vont prioriser de la diversité à l'écran, ouais. mettons, puis d'engager des acteurs qui viennent de, tu sais, qui sont des people of color ou des affaires comme ça. Mon Dieu, quelle chose horrible. Ben, la personne était comme, mon Dieu, quelle chose horrible, tu sais, ça enlève des opportunités de travail aux personnes blanches. Puis je suis comme, ouais, mais les personnes blanches, ils devraient peut-être avoir conscience qu'ils ont déjà plus d'opportunités que les autres. C'est ça le principe de base de la discrimination systémique. Fait que j'ai dit ça à la personne, puis la personne était comme « Ah, ben je vois pas ça comme ça. » Puis j'étais comme « Ben ça vaut la peine qu'on en parle. » Puis on comptait ça à mes beaux-parents. Mes beaux-parents étaient comme « Ah ouais, vous leur avez dit ça. » Puis on était comme « Ben oui, on a dit ça. Parce que t'es une personne blanche privilégiée qui est en train de dire quelque chose de fucking raciste. Je vais te call out puis en discuter avec toi de pourquoi tu penses ça. C'est certain que je vais faire ça. » Ah oui? Si on fait pas ça, justement, ça fait plein de monde qui se tiennent à côté pendant qu'il y a plein d'affaires fucking terribles qui se passent. Puis pour moi, c'est important, la justice sociale. Puis le monde le savent. Puis moi, je trouve que j'ai une responsabilité de dire quelque chose. Mais non. Puis un ami à mon chum, pas longtemps après le scandale de Guillaume le Métivierge, qui disait haut et fort, je vois pas c'est quoi qu'il y a de mal à dire le mot en haine, ben on l'a remis à sa place. Ben on peut te l'expliquer, ce qu'il y a de pas correct à dire le mot en haine. Ça va nous faire plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir de te l'expliquer, mais on va le faire pareil. Ben oui, justement. Parce qu'apparemment, t'as quasiment 40 ans, puis t'as pas compris encore que ce mot-là, ça se dit pas, puis pourquoi que ça se dit pas. Ben oui. Ben. Mais on va te l'expliquer. Comme si t'avais 10 ans. Mais ça t'en pas. En tout cas, c'est ça. Fait que voilà, je pense qu'on s'est assez étendu sur ça. Fait qu'on va pouvoir remercier les Patreons. Oui, on va pouvoir faire ça. Je suis toute déprimée. Que merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est au Un peu de crime sur Facebook et Un peu de crime dans ton café sur Instagram. Vous pouvez nous écrire des courriels un petit peu plus longs, unpeudecrime@gmail.com. On a une boutique Etsy, plein de belles choses comme ça. On a aussi un Patreon auquel vous pouvez vous abonner. Il y a plein d'avantages comme des rabais sur notre boutique Etsy, accès à notre Discord. Et nous allons saluer les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Alors, merci Clo-Clo M. Merci Aki. Merci Marie-Pierre Nadeau. Merci Alexandrine F. Merci Isabelle. Merci Monica Demers. Merci Marie-Ève Simoncelli. Merci Camille Pinault.
Merci Karine Périard-Gagné. Merci Amélie Bréard. Merci Émilie Richard. Bréard? Bird. Je sais pas. Bréard? On s'excuse si on l'a mal dit. Je pense que c'est francophone, mais je suis comme pas sûre. Merci Dominique Boulet. Merci Alexandra L.H. Merci Violette. Merci Céline Varin. Merci Audrey Dupré-Tardif. Merci Elisabeth Côté. Merci Mélissa Birdie92. J'imagine que c'est Bergeron ton nom. Merci. Oui. Voilà. Merci Raphaël Giasson. Et merci Philippe Gagnon-Boudreau. Voilà. Merci. On espère que vous appréciez vos nouveaux avantages de Patreon et de Patreon. Yay! On vous souhaite la bienvenue sur notre Discord si vous êtes atterris parmi nous. Yeah! Et tu voulais-tu nous raconter quelque chose de stats ou de 5e rang ou de toute la vérité ou de... Je sais pas, là, je suis toute déprimée. Garde-toi. Ouais. Nous raconter quelque chose de stat. OK. On t'écoute. OK. On va faire Le ça. plancher d'hôpital plein d'eau est à toi. Allô? Allô, docteur Côté, vous avez l'air triste. Allô, docteur Boutin. Ouais, je vais te conter une histoire très hop la vie. D'accord. Non, je pense que j'en ai déjà parlé. Je voulais raconter l'histoire de Jean-Nicolas Véraud, l'avocat véreux, qui était dans le coma, puis qui est revenu du coma. Je m'en rappelle plus. Si on a raconté ça? Ouais. Mais parce qu'il s'est passé plein de choses depuis. Ah, Fait fais-le. que je peux faire un petit recap de ça. C'est l'histoire de Stat saison 1. Tu sais, Jean-Nicolas Véraud, c'est un médecin. Ouais. Puis là, il remplace Normand D'Amour, dont j'ai oublié le nom. Normand D'Amour comme directeur des services Hospitalier. hospitaliers. Là. Il n'y a pas de DSP, service pédagogique, je sais pas, là, c'est bon. En tout cas, il est directeur. Regarde, tu vois-tu comment je suis bummed out par cette conversation qu'on vient d'avoir? Donc, il le remplace, Normand D'Amour, à pied levé, pendant que Normand D'Amour est comme suspendu puisqu'il se fait enquêter, c'est super le fun. Puis là, pendant ce temps-là, Jean-Nicolas Véraud est victime d'une grosse attaque contre la personne. Non, mais sérieux, il se fait tabasser par une gang de personnes à côté de son auto dans le stationnement. Oui, Puis il on s'en tombe, rappelle. il attrape le coma, comme, Oh dans, non. comme dans le complément lycée. Puis là, en finale de la saison 1, il se réveillait de son coma. Ouah! Puis miraculeusement, il est encore capable de comme parler puis tout. Il se rappelle Pour de quelqu'un tout. qui avait passé une couple de semaines dans le coma, c'est quand même assez génial. Ouais, c'est pas juste se réveiller, sortir du coma. Non. Fait que là, dans la saison 2, je vais vous conter tout ce qu'il fait. Fait que là, on a d'abord accès à sa réhabilitation. Puis là, il apprend lentement à serrer des balles de stress dans ses mains et à retrouver sa motricité. T'sais. Puis là, il est bien fâché parce que comme ses gestes suivent pas sa tête. Puis lui, il est bien brillant. Puis il aimerait ça être capable de faire plein d'affaires. Puis il veut redevenir un médecin, tu sais. Fait que là, Un super médecin. il étudie pour ses cours de médecin. Puis là, il bande avec Jacob Faubert. Parce que Jacob, il l'aide à réviser pour pouvoir repasser sa licence de médecine. Oh, T'sais, c'est parce qu'il veut gentil. redevenir un médecin. Puis là, tout le monde est comme... C'est le fun pour toi. Ah, il s'appelle Gabriel, c'est ça. C'est Ouais. le fun, Gabriel, c'est le fun. Petite tape dans le dos. Puis là, ils sortent de son cubicule, là, de sa chambre, puis ils sont comme... Il y arrivera jamais. Quel hostie de fou. Ça se peut pas, voyons donc. Puis là, moi, toute la saison, comme une vraie épaisse, je regardais ça, j'étais comme... Hey, c'est incroyable, là, son recovery. Il est sorti du coma il y a comme 2 mois, puis là, il est capable de marcher puis parler. Puis un j'en surhomme. oubliais que Jean-Nicolas Véraud est un comédien qui n'est pas été dans le coma pour vrai. Pour vrai, c'était comme constamment, j'étais genre, oh mon Dieu, c'est tombé Toi, le inspirant. suspension of disbelief, le Ah, 100%. À 100%, j'y croyais. Je veux dire, c'est un bon comédien, Jean-Nicolas Véraud. Puis Ah j'étais oui. comme, oh mon Dieu, c'était effrayant. Hey, comment ça? Wow, il réussit à marcher. Je suis tellement fière de lui. C'est un comédien. Bon. Oui. Fait que finalement, ben là, il se fait transférer dans une résidence. Puis là, il est assisté là, par... parce que je veux dire, ça, il prend quand même de l'aide pour faire ça, ses tâches au quotidien. Oui. Puis il réussit à repasser son diplôme de licence de médecine. Puis là, il fait un Il comeback. peut porter le petit chapeau, le lancer dans les airs. Don't you forget about me. Aussi. Puis là, il fait un comeback inespéré à l'hôpital Saint-Vincent. Yeah, comeback Parce kid. que il faut qu'il refasse sa résidence, Ah, tu sais, pour prouver qu'il est capable il est de le comeback pratiquer. kid. Il est le comeback kid. Fait que là, il revient à l'hôpital. Puis là, il est fucking insulté. Parce que, je veux dire, c'est un dude Oui. dans comme la cinquantaine, soixantaine, peut-être 60 ans. Je sais pas quel âge il a exactement. Moi, je donnais plus à cinquantaine. Mais... Ouais, la cinquantaine. Mais il est... Tu sais, là, il est L'orgueil. devenu le subalterne de tout le monde. Puis c'est insultant, c'est un médecin que ça faisait longtemps qu'il faisait ça, qui a plein de connaissances puis tout. Puis là, il a bien de la difficulté à gérer le fait qu'il est le stagiaire de Geneviève Schmidt Il est plus Top G. et de Marc Arcan.
Oh non. Non, Marc Arcan est très top G. Il a beaucoup de Ouais. top G energy. Fait que... Top G-Energy. Top G energy. Fait qu'il est comme bien insulté par ça. Puis là, tu sais, il y a bien des frictions avec Geneviève Schmidt parce que elle est Une femme. probablement le personnage qui a le moins d'entre-gens. Non, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est pas capable de dealer avec du monde. Non, c'est vrai. En général, elle est juste super bête. Je ne comprends pas comment tu pourrais, justement, être un médecin qui travaille aux soins intensifs, puis qui fait des opérations, puis qui doit souvent, fréquemment, annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, puis avoir Avec du doigté. aussi peu d'entre-gens et aussi peu de tact que ça. Sérieusement, je ne votre comprends pas. mari il est mort. Excusez, ok, bye. C'est à peu près ça, tu sais. Fait qu'elle est vraiment pas bonne pour dealer avec lui. Ça ne lui tente pas pantoute de le superviser. Zéro pin bar. Elle veut pas. Elle est pas intéressée. Elle est obligée de le faire. Parce qu'elle vient de revenir à l'hôpital. Parce qu'elle était partie filmer les belles-sœurs. Puis là, Ouais. elle est revenue. Bon, ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Toute l'histoire de Geneviève Schmidt dans la 2e saison de Stats. C'est bien intéressant. Mais là, ils ont bien de la misère. Puis elle aime pas ça parce qu'elle trouve qu'il est pas bon pour dealer avec les patients. Il y a comme plus de filtre, Jean-Nicolas Véro. Puis là, il est comme trop friendly avec eux. Puis il leur explique les affaires d'une manière qu'elle trouve qui est weird. Il y a beaucoup de tension entre eux. Puis là, il arrête pas d'aller chialer à Normand d'amour. Puis il est comme, il y a un complot contre moi. Non, mais tout le monde m'haït. Puis j'aime pas ça comment ils me traitent. Ils sont pas fins avec moi. Marc Arcan, il est pas fin avec moi. Puis là, il finit par juste se faire transférer ailleurs qu'aux soins intensifs pour s'occuper du monde. Puis pas être constamment surveillé par le son épaule par Geneviève Schmidt. Puis à partir de ça, ça se passe vraiment mieux, sa résidence. Puis là, justement, il crée des beaux liens de confiance avec plein de patients dans l'hôpital. Tout le monde l'aime. Il fait une super bonne job. Puis là, à un moment donné, Oh. il y a un dude qui code. Ah! Ça fait comme quand son cœur il arrête. Puis là, toutes les machines font pip, 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 pip. Puis là, ils sont comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Marc Arcan, il était comme dans l'hôpital, puis il y avait comme plein de codes d'urgence en même temps. Puis il était comme, ouais, je vais aller voir ce qui se passe. Puis là, le gars, il est en train comme de faire une grosse crise cardiaque. Là. Fait que là, il fait Son les cœur a brisé. manœuvres de réhabilitation, puis tout. Puis il était à l'hôpital parce qu'il y avait des spasmes, ce monsieur-là. Fait que là, Marc Arcan sauve sa vie. Puis après ça, il transfère aux soins intensifs. Puis là, ils vont voir Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux, puis ils disent, il était sur ton étage, qu'est-ce qui est arrivé? Puis il est comme, ouais, ben il y avait des spasmes. Fait que j'ai décidé que j'allais lui donner comme full de calcium pour comme régler ses spasmes. Ouais, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était du calcium qu'il voulait. L'autre option que j'ai dans ma tête, c'est du phosphate, mais ça, c'est un engrais, fait que ça doit pas être ça. Fait que, J'ai donné de l'engrais, il il y va a devenir des grand. full de calcium, puis là, ils sont comme, ouais, ça, c'est genre une grosse erreur médicale, parce que, comme, clairement, tu lui as pas donné la bonne affaire, puis c'est un doute dans la trentaine, puis il a failli mourir d'une crise de cœur à cause de ça. C'était Oh épouvantable. Fait que là, ils sont comme, il est terrible. Ils parlent ensemble, Geneviève Schmidt, Marc Arcan, ça, comme, Ils font une alliance. mettre dehors, il est terrible, il est terrible. On le met Ils dehors font de ça Trill. jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'en fait, c'était exactement le bon médicament qu'il a donné. Il y avait eu une... Ouais, il est comme, ouais, j'aimerais ça avoir la chance de m'expliquer. Voici le raisonnement que j'ai eu. Puis il avait comme plein de notes. T'sais, il est super diligent parce qu'il sait justement qu'il sort du coma, il a besoin de faire ses preuves. Il avait donné exactement le bon médicament auquel eux autres n'avaient pas pensé auparavant pour régler telle affaire qui pouvait possiblement causer ces spasmes. Puis ils ont écouté ça, puis ils étaient comme, Ah non, wait, makes perfect sense. oh non, wait, c'est exactement ça qu'on aurait dû faire, on y avait juste pas pensé. Ah ben, chenoute. Fait qu'il continue à le traiter en lui donnant le même médicament à moindre dose pour être sûr qu'il fasse pas comme une autre crise de cœur. Puis, c'est ça, fait qu'il est en train de faire ses preuves. Oh, Le petit Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux. il regagne Puis, les cœurs. Au final, là, il est incroyable au point où est-ce que, là, je vous ai déjà parlé de la crise qu'il y a eu avec l'armée qui faisait une mission super secrète dont tout le monde parle tout le temps à l'hôpital. Ouais. Ben, tout ça, ça s'est réglé grâce à lui parce que là, il était en meeting de tout le monde dans le monde entier parce qu'il y avait rien qui était secret là-dedans, finalement. Puis là, Jacob Faubert, il a dit, mais là, pourquoi qu'on va pas demander à Gabriel qu'est-ce qu'il en pense? Puis là, tout le monde est comme, demande à Gabriel, mais Gabriel, il est borderline un retard mental, là. Puis c'est comme, non, pas pantoute, là. Puis Non, Jacob c'est Faubert un est comme, top G. ouais, non, mais il a travaillé à Haïti pendant full longtemps. Fait Ouais. qu'il est comme, il est spécialiste des parasites. Tu sais, des maladies parasitaires, parce que justement, il travaille dans des pays chauds, pis tout. Fait que là, ils vont le voir, pis ils sont comme, ah ouais, effectivement, on pourrait peut-être lui demander son avis. Puis il leur propose 3-4 parasites, dont un qui était effectivement la raison pour laquelle les soldats étaient malades, auquel personne n'avait pensé. Voilà. Il est un vrai comeback kid qui est en train de revenir, pis c'est donc inspirant, parce qu'il était dans le coma il y a comme 3 mois. Il est Puis, guéri du coma. Maintenant, il marche comme une personne qui n'a jamais été dans le coma, puis il parle comme une personne qui a jamais été dans le coma, puis il est un résident comme une personne qui a jamais été dans le coma. Le coma n'est qu'un vraiment lointain inspirant. souvenir. Au point où est-ce que j'en oublie que c'est un comédien qui joue ça. Il a vraiment juste fait une longue sieste.
Non, mais c'est vraiment cool! Puis je trouve que dans Stat, où est-ce que tous les personnages ont une hostie de vie de merde, c'est quand même le fun de voir lui qui se valorise, puis qui retrouve son sense of self dans son travail, puis qui finit par comme être utile. Il thinks outside the box, puis là, il trouve des solutions auxquelles personne n'avait pensé auparavant. Puis la réaction de tout le monde est tout le temps comme « Ouais, mais Gabriel, il est cave! » Puis c'est comme, non, il est pas cave, il a des bonnes idées. Puis là, c'était vraiment le fun pour Jacob Faubert qui fasse comme, non, on devrait peut-être l'écouter, il y a quelque chose de pertinent à dire. Il était le seul qui voyait The Real Man. Oui, puis c'était beau parce que les autres, ils s'aimaient vraiment pas au début de Stat. C'est vrai que ça parce que l'autre était parti en voyage humanitaire pendant longtemps, puis il est revenu, puis c'est comme, ouais, on a un nouvel urgentologue, c'est un petit Chris, c'est le petit fendant à Pomerleau. Puis le petit fendant à Pomerleau... C'est médecin petit Chris. Ben, c'est médecin petit Chris. Puis là, c'est comme, ben, médecin petit Chris, meet... intensiviste de carrière qui est un médecin super réputé. Puis là, t'es comme, moi, mais je comprends pas pourquoi je me plierais à son autorité. Puis là, finalement, ils sont anarchie in the hospital. Ils sont devenus vraiment chummy parce qu'il a dit, je vais t'aider à étudier pour tes examens. Puis là, il a vu, oh my god, il est vraiment brillant, là. Il est on top of it au niveau de comme toute la théorie de la médecine. M'a l'aidé à passer sa licence pour qu'il puisse redevenir résident. Puis là, l'autre est comme, OK, mais finalement, c'est pas juste un petit fendant. Peut-être qu'il y a un problème avec l'autorité, mais comme, là, on est des chummies, puis on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Puis c'est quand même wholesome pour Stat, ça. Oh, c'est un beau body comedy. C'est un beau body comedy. Moi, je suis vraiment down pour ça. Je veux genre moins de drama de l'armée, dont je me sac complètement. How dare you! Tout le plotline de l'armée de Stat, là, je trouvais ça complètement cave. Fait que, en tout cas, toute cette affaire-là, j'en veux moins. Je comprends bien que le gars, le docteur anglophone, il est super beau, là, puis tout le monde capote sur lui, mais comme je m'en sac, là, puis c'est comme, à la limite, ôter aussi toutes les affaires de problèmes de gambling de Stéphane Rousseau, là. Moi, je veux plus de Body comedy puis Lou Béga. Chummy. On veut les deux Top G. dos à dos sur le poster de Stat saison 3. Oui, c'est ça qu'on veut. Yes! Ah, j'aime ça. Le petit Chris qui a besoin de se faire remettre à sa place une fois de temps en temps. Puis l'autre qui essaie de faire son comeback. Oh yeah. C'est incroyable. Aider. Puis l'autre, c'est ça, sa place, c'est de l'aider. Merci de m'avoir forcé à raconter cette histoire. Ben oui, là, t'as l'air tout up la vie, là. Ouais, je suis vraiment up la vie. Parce que t'as pensé à Jean-Nicolas Véro et Petit médecin Petit Chris. Je suis comme, je l'aime, Jean-Nicolas Véro. Voilà. Comme, c'est le fun parce que, justement, pendant longtemps, je pensais que je n'aimais pas Jean-Nicolas Véro. Comme Rémi-Pierre Paquin. Parce que j'étais comme, asti qui me tombe ses nerfs. Mais c'est parce qu'il fait des personnages qui tombent ses nerfs, puis c'est juste un bon comédien. On est des bons comédiens. Ben non, mais c'est ça l'affaire. Il est juste un bon comédien. Puis on joue des tannants. Dans plein d'affaires où il me tapait ses nerfs parce que ses personnages me tapaient ses nerfs. Puis il est juste convaincant. Voilà. C'est tout. Je suis juste bon à ma job, madame. Je suis victime de mon succès. La prochaine fois, je pense que je vais vous raconter la vie sordide de Marc Arcan. Oh, yes, sir. On va être là pour ça. Parfait. All right. Stat.